Monsieur le Président Balbino, Madame la Directrice Générale Michaela Koller, Mesdames et Messieurs, bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Merci, Monsieur le Président, de votre invitation et pardon, Mesdames et Messieurs, de ne pouvoir m'adresser directement avec vous comme je l'avais prévu, pour les raisons que chacun comprend, en raison de la situation en ce moment même à Athènes. Et après une concertation avec les autorités grecques, j'ai pris la décision de reporter de quelques jours la visite que je devais faire. Voilà pourquoi je ne peux pas être parmi vous ce matin physiquement, mais je suis heureux, grâce à la technique, de m'adresser à vous et de vous dire précisément l'intervention que je voulais faire devant vous. Vous avez choisi cette année de vous interroger sur la réforme de l'assurance. C'est un sujet important et c'est un sujet d'actualité. S'agit-il, me demandez-vous, s'agit-il d'une opportunité ou d'une menace à travers cette réforme? J'y répondrai très franchement par une autre question. Quelles sont les menaces aujourd'hui pour l'assurance? Et la réponse qui vient immédiatement à l'esprit, c'est évidemment la crise financière de 2007-2008. Ce n'est pas si loin. N'ayons pas la mémoire courte, cette menace qui est devenue une crise économique et budgétaire, mais aussi, nous le voyons bien ici en Grèce et partout ailleurs en Europe, une crise avec des conséquences sociales, humaines, politiques. En vérité, une crise de société. Nous n'avons pas fini de tirer les leçons et de subir les conséquences de cette crise financière. Nous savons, je sais, que la crise actuelle, elle n'est pas venue du monde de l'assurance. Et personne, en tout cas pas moi, n'a dit une chose pareille. Mais en même temps, personne ne peut considérer que cette crise ne vous concerne pas et ne concerne pas chacun des secteurs de l'économie. Et voilà pourquoi nous devons tous tirer les leçons de la crise, clairement et franchement. Nous devons améliorer la régulation de la supervision de l'ensemble du secteur financier pour que les erreurs du passé ne puissent plus se reproduire. Mesdames et Messieurs, cette crise a rappelé l'importance d'assurer une gouvernance saine et une bonne gestion des risques pour que le secteur financier soit plus fort, plus sain, plus solide. Un secteur financier qui assurera une base solide pour l'économie réelle des marchés financiers, un secteur financier qui doit être au service de l'économie réelle. Comme vous le savez, les travaux de la Commission sur la régulation de l'assurance, ces travaux n'ont pas attendu la crise pour être engagés. Et permettez-moi de vous indiquer, un peu télégraphiquement, les principaux chantiers auxquels nous travaillons et auxquels nous travaillons généralement en bonne intelligence avec vos représentants. Le premier sujet, c'est bien sûr le grand chantier de Solvabilité 2. C'est une évolution qui se prépare depuis 10 ans maintenant. Le régime de contrôle actuel en matière d'assurance et de réassurance, le système dit Solvabilité 1, n'est pas satisfaisant, nous le savons tous. Il n'est pas fondé sur les risques, il ne reflète pas la réalité économique du métier des assureurs et du métier des réassureurs. Voilà pourquoi Solvabilité 2 est un chantier si important et si utile. En introduisant un régime de contrôle moderne, Solvabilité 2 apportera beaucoup, je le crois, au secteur de l'assurance, ainsi qu'aux consommateurs et en général à l'économie. Solvabilité 2 va récompenser les assureurs dont la gestion des risques est la plus saine et améliorera la protection des assurés. Solvabilité 2 permettra aux assureurs de continuer à jouer leur rôle, qui est très important, d'investisseurs dans le long terme pour financer l'économie réelle et consolider la reprise de l'économie européenne. Je crois également que ces nouvelles règles rendront l'Europe plus attractive pour les assureurs et les réassureurs du reste du monde en leur offrant un environnement sain et plus sécurisé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, n'oublions pas que notre directive Solvabilité 2 a déjà fait avancer les réflexions sur la régulation de l'assurance au niveau mondial. Le régime est fondé sur une approche économique des risques et il organise la supervision transfrontalière. À ce titre, je pense qu'il peut être considéré comme le système le plus abouti, le plus solide au monde. Et la convergence internationale, elle est très importante dans notre économie mondialisée. La preuve principale, c'est le processus du G20. Voilà pourquoi j'attache autant d'importance au dialogue avec les autorités de tous les pays tiers, de tous les grands partenaires qui étaient autour de la table du G20, et d'abord, et en particulier, mais pas seulement, d'abord avec les États-Unis en ce qui concerne
la régulation des assurances. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous sommes en train de finaliser les discussions techniques sur Solvabilité 2. C'est beaucoup de travail et je veux d'ailleurs devant vous rendre hommage et remercier Karel von Hülle qui est en responsabilité de ce secteur, en dialogue avec vous, qui représente parmi vous aujourd'hui à Athènes la Direction générale du marché intérieur. La directive cadre, elle a été adoptée en 2009, après des négociations longues, parfois difficiles. Et du côté du Parlement européen, ces négociations ont été conduites par Peter Skinner, qui a pris la parole aujourd'hui à Athènes devant vous, et que je tiens à remercier parce qu'il est extrêmement respecté, compétent, et qu'il fait un vrai et grand travail sur ce sujet. Lors des préparations de Solvabilité 2, le processus de consultation qui a été mené par la Commission européenne et également par le CEIOPS, devenu depuis quelques semaines EIOPA, a été très intense, très riche, avec un échange très régulier, intelligent, approfondi avec l'industrie. Permettez-moi d'ailleurs d'utiliser cette occasion de vous parler pour saluer le président d'EIOPA, Gabriel Bernardino, également présent parmi vous, et toute son équipe qui ont assuré le démarrage dans des conditions pas toujours faciles d'EIOPA. Je voudrais en particulier remercier les assureurs et les réassureurs européens pour leur participation très forte, massive, environ 2500 participants à la dernière étude d'impact QIS5, qui a été une consultation, une étude extrêmement lourde et importante pour nous et qui nous aide beaucoup dans le travail technique que nous faisons en ce moment. Et même si les résultats de cette étude se sont avérés très positifs, nous avons jugé important d'opérer encore certains ajustements pour améliorer le système. Un certain nombre de groupes de travail se sont d'ailleurs réunis dans les toutes dernières semaines pour chercher, trouver les solutions techniques les plus appropriées. À nouveau, l'ensemble des parties prenantes se sont engagées, impliquées, et les conclusions vont être intégrées au projet de texte final auquel nous apportons la dernière main dans les semaines qui viennent. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, il faut maintenant que nous nous consacrions entièrement à la préparation de la mise en œuvre du nouveau régime, car cette mise en œuvre est extrêmement proche, même imminente. Nous allons introduire des mesures qui permettent un passage en douceur au nouveau régime, là où c'est nécessaire, mais je ne souhaite pas non plus repousser très loin l'entrée en vigueur de Solvabilité 2. Nous avons l'obligation de tenir cette date qui est importante, du 1er janvier 2013. Et puis, par ailleurs, nous envisageons de continuer le débat sur les mesures d'exécution de la manière la plus ouverte possible et dans le même esprit de concertation. Bien sûr, cela ne peut pas préjuger des textes officiels à la fin de la route qui seront adoptés par la Commission, mais cela devrait aider les assureurs et les réassureurs à mieux se préparer pour Solvabilité 2. Voilà qui m'amène, Monsieur le Président, à mon deuxième point, les régimes de garantie en assurance. L'entrée en vigueur de Solvabilité 2 devrait renforcer la protection des assurés en réduisant encore le nombre de défauts d'assureurs ou de réassureurs. Pourtant, le risque zéro, il n'existe pas dans ce domaine comme dans d'autres, et la faillite d'entreprises d'assurance ne peut pas être complètement exclue. La crise d'ailleurs a montré que de telles faillites pouvaient avoir lieu en Europe même. Vous le savez, mesdames et messieurs, aussi bien que moi, et ici en Grèce, nous avons vécu la faillite d'un groupe d'assurance. Il existe déjà une législation européenne pour protéger les dépôts bancaires et les investissements des particuliers, mais il n'y a rien aujourd'hui au niveau européen pour le secteur de l'assurance. C'est pourtant à ce niveau que l'on peut apporter la meilleure solution à l'absence du marché unique, aux insuffisances actuelles et notamment aux inégalités en matière de protection des assurés à l'intérieur de notre grand marché. Les garanties en assurance étaient le sujet d'un livre blanc l'année dernière. Les travaux se poursuivront avec une directive. Il ne s'agira pas, mesdames et messieurs, d'une harmonisation maximale, mais de règles flexibles qui permettront à chacun des États membres de prendre en compte leurs propres spécificités nationales. L'agenda réglementaire de cette année était déjà très chargé. Voilà pourquoi je mettrai sur la table cette proposition que je viens d'évoquer durant l'année 2012. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président, le troisième sujet que je voudrais aborder devant vous, sans abuser de votre attention, concerne les intermédiaires d'assurance.
nous souhaitons également renforcer la protection des preneurs d'assurance en améliorant les règles auxquelles sont soumis les intermédiaires d'assurance. La directive actuelle, elle date de 2002. Et d'ici la fin de cette année, d'ici la fin 2011, je vais présenter au Parlement européen et au Conseil des ministres un texte qui comportera de vraies avancées en matière de transparence, de gestion responsable des risques et de suppression de toutes les possibilités de conflits d'intérêts. J'ai, en préparant ce travail, 3 objectifs que je vous soumets, sur lesquels je serai heureux d'avoir là aussi vos réactions ou vos propositions. Le premier objectif, c'est une réponse cohérente aux défis qui nous sont communs. Je voudrais coordonner la révision de la directive sur les intermédiaires en assurance avec la révision de la directive sur les marchés d'instruments financiers, la fameuse et grande directive MIF, qui est prévue, elle, pour le mois d'octobre, et avec l'initiative PRIPS, qui concerne les produits financiers destinés aux particuliers. Dans ce contexte, je voudrais vous assurer que les règles qui seront imposées tiendront compte des spécificités du secteur de l'assurance. J'ai bien en tête cette préoccupation que votre président, votre directrice générale m'ont exprimée à plusieurs reprises. Le deuxième objectif dans ce travail, c'est la transparence, qui doit devenir la règle pour tout le monde. Nous devons en particulier nous assurer que les éventuels conflits d'intérêts soient mieux gérés. Et puis il y a un troisième objectif, ce sont des conditions de concurrence équitables entre les différents opérateurs de la distribution de l'assurance. Voilà pourquoi le champ d'application de cette directive doit inclure la distribution directe des assurances. Nous pensons que chaque preneur d'assurance doit avoir le même niveau d'information, le même niveau de protection, quel que soit le lieu où il achète sa garantie d'assurance. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, finalement, le dernier point que je voudrais évoquer concerne les fonds de pension. Face au défi majeur du vieillissement de notre population, j'ai proposé avec les commissaires Andor et le commissaire Rehn de publier un livre vert en juillet dernier pour ouvrir un débat, là encore, à l'échelle européenne, créer un débat public européen concernant la manière d'assurer des retraites viables et sûres pour tous. La clé du financement des retraites reste d'abord un défi national pour chacun des pays de l'Union européenne. Cela dit, cette consultation, qui a été également très large, a confirmé que le marché unique peut aider à réduire le coût de la retraite. Il y a des gains d'efficacité qu'on peut obtenir en levant certains obstacles à la mobilité du capital, des services et à la mobilité des personnes, des travailleurs. On obtiendrait ainsi des économies d'échelle, plus d'innovation et une diversification des risques. Le sujet des retraites a d'ailleurs été repris dans un document auquel j'attache beaucoup d'importance et que je vous invite à lire si vous le voulez, qui est le Single Market Act. Dans un des leviers, voilà le tableau des 12 leviers du Single Market Act que nous avons proposé il y a quelques semaines pour moderniser dans tous les domaines le marché unique, pour le faire mieux fonctionner. Et un de ces marchés concerne ce sujet de la mobilité. Je souhaite opérer une révision de la directive sur les fonds de pension au plus tard à l'automne 2012 avec 2 objectifs principaux. Un, nous voulons faciliter l'activité transfrontalière. Il n'y a aujourd'hui que 78 fonds de pension qui ont une activité transfrontalière, alors qu'il existe en réalité en Europe 140 000 fonds de pension. Donc nous voulons augmenter la capacité de travail, d'activité, d'échange transfrontalier. Je souhaite aussi introduire une supervision fondée sur les risques qui s'inspirent de Solvabilité 2. Naturellement, ce travail sur les retraites, à propos des fonds de pension, de tous les outils financiers que nous pouvons mettre au service du grand chantier des retraites et de la dépendance, il doit se faire dans le respect de la subsidiarité et de la capacité souveraine des États membres de préserver, quand ils le souhaitent, et c'est le cas de beaucoup de pays, le système de retraite par répartition. Mesdames et Messieurs, ma conviction, c'est qu'il faut maintenir une égalité réglementaire entre tous les acteurs du secteur financier. Pour des risques et des produits comparables, nous souhaitons un traitement égal. Bien sûr, il est aussi important de reconnaître les spécificités de chaque secteur, mais je pense que la substance doit primer sur la forme. Nous avons envoyé au début du mois d'avril une demande d'avis à EIOPA et je vous invite d'ores et déjà à participer à cette consultation
lorsque EIOPA va engager cette ouverture et ce débat. Un dernier mot, si vous le voulez bien, sur l'arrêt, le fameux arrêt test achat et qui concerne la discrimination homme-femme. Je voudrais évoquer les actions que nous allons prendre à la suite du jugement de la Cour de justice le 1er mars 2011 dans cette affaire test achat. La Cour de justice a dit dans son arrêt qu'à compter du 21 décembre 2012, on ne pourrait plus moduler le calcul des primes et des prestations dans le secteur de l'assurance selon qu'un assuré est un homme ou une femme. Nous pensons que l'arrêt n'a pas d'effet rétroactif. Toutefois, le secteur doit commencer, et je sais qu'il se prépare dès maintenant, à prendre des mesures nécessaires pour se mettre en conformité avec cet arrêt. La Commission va publier dans la deuxième moitié de cette année un rapport pour faire suite à cet arrêt, en analyser les conséquences. Celui-ci comprendra un guide indicatif sur la mise en œuvre des services d'assurance unisexes. Nous avons récemment envoyé un questionnaire à l'attention des États membres de l'Union européenne, du CIA, des autres parties prenantes pour préparer ce guide. Et là aussi, mesdames et messieurs, je vous invite à y répondre. Je vous le dis à propos de cette consultation, comme à propos de toutes les autres consultations, elles sont toujours sincères, elles ne sont pas artificielles et elles sont toujours utiles. En d'autres termes, le temps que vous prenez pour répondre à ces consultations, ce n'est jamais du temps perdu. Voilà, mesdames et messieurs, je voudrais, avant de conclure, vous dire que nous allons continuer ce travail dans cet esprit de concertation. C'est dans cet esprit-là que j'ai été heureux de m'adresser à vous. Nous avons encore beaucoup de travail à faire ensemble, en continuant à travailler, à nous écouter. J'ai encore beaucoup de travail à faire avec le Conseil des ministres et naturellement avec le Parlement européen qui joue un rôle très important, qui, à travers la codécision, a un rôle égal aujourd'hui au Conseil des ministres. Voilà pourquoi j'ai cité le travail très important que fait M. Skinner, mais je voudrais également saluer le travail que fait un autre rapporteur, M. Balz, sur des sujets qui intéressent le secteur de l'assurance avec le texte Omnibus 2. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, la Commission a un programme ambitieux pour la réglementation du secteur financier en général et celui de l'assurance et des pensions professionnelles en particulier, puisque c'est votre secteur. Ce programme, il est d'abord dicté par la nécessité de protéger au mieux les citoyens et les consommateurs. Nous ne pouvons pas, nous n'avons pas le droit de laisser arriver d'autres crises sans avoir tiré toutes les leçons de la crise actuelle avec les outils nécessaires. Les contribuables ne peuvent pas se permettre une nouvelle crise et les citoyens ne nous le permettraient pas. Ce travail représente également des opportunités importantes pour l'industrie financière et la croissance de l'économie européenne. Je suis absolument convaincu, d'une manière générale pour l'industrie financière et les marchés, mais en particulier pour votre secteur, que si nous avons des bases plus saines, intelligemment et mieux régulées, avec une bonne supervision à travers EIOPA et les superviseurs nationaux, je suis convaincu que l'industrie financière en général et votre secteur en particulier aura un avantage compétitif et pourra continuer de se développer de manière plus robuste et plus saine. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon travail. Je serai attentif à vos remarques et à vos propositions. Pardon encore une fois de ne pas avoir été parmi vous et je vous remercie beaucoup pour votre attention.